Bonjour à tous. Oula, je trouve la bonne distance avec le micro. Merci d'être venus nous voir aujourd'hui et donc pour nous écouter parler de Cube. Et donc un peu plus précisément, on va vous parler de comment on fait du Cube self-service à Ubisoft et combien de plateformes on a fait en 8 ans. Plusieurs. Est-ce qu'il y en a qui font des plateformes Cube dans leur entreprise? Levez la main, allez-y. Même si on a eu un peu chaud. Est-ce qu'il y en a qui ont fait plus qu'une? Gardez la main, oui. Plus que 2? Plus que 3? Plus que 4? Plus que 5? Plus que 6? On est un là-bas. Bon bah bien C'est alors. pour toi. Et nous on est arrivé à 6 plateformes en 8 ans et donc on va vous expliquer pourquoi et tout ça et tout ça. D'abord on va se présenter, donc je vous présente Chris, DevRel à Ubisoft. Tu nous dis en 2 mots ce que c'est Oui, DevRel et moi, ton rapport avec je elle? suis DevRel à Ubisoft. Je suis le token anglais aussi, donc c'est pour ça on est un peu en franglish. Et moi, j'ai travaillé dans Cube depuis à peu près 2015. Apparemment, à une époque, j'étais admin sur le plus grand cluster JKE de l'Europe. Je ne sais pas si c'est vrai. C'est juste une histoire que mon account manager à Google a me raconté. Peut-être c'était juste pour être sympa. Je ne sais pas. Mais apparemment, c'est vrai. Et en 2015, le plus gros cluster en France était à peu près 4 nœuds. Félicitations. On était bien dans les centaines en fonction de jour. C'était Monoprix. Et Black Friday, c'était plusieurs centaines de nœuds. Ah, quand même. Donc. Et moi je m'appelle Vincent, je suis développeur et donc j'ai commencé à faire du Cube aussi il y a une bonne dizaine d'années, en juin 2015. Et avec Chris on a un problème, il y a des gens qui n'arrivent pas à sortir de VI, nous on n'a toujours pas réussi à sortir de Cube. Ben, voilà, malheureusement. On travaille tous les deux chez Ubisoft, donc on a Montpellier, Ubisoft Montpellier, grande histoire d'amour, on va pas trop vous présenter Ubisoft, peut-être rapidement. Oui, je vais juste vite fait expliquer, parce que ça explique un peu pourquoi on a le problème là. Donc ça, c'est une vision très grande de tous nos studios qui étaient tout créés sur les derniers 30 ans. On est 17 000 gens et chaque studio, il a son propre personnalité. Ils sont tous un peu différents. Donc c'est pour ça on finit avec plusieurs. Bon. Je le coupe parce que sinon il peut tenir une demi-heure. Oui, exactement. Voilà. Et il m'en veut pas, vous inquiétez pas. Rapidement, donc, ah oui, alors juste une parenthèse, on a essayé de pas faire de franglais dans les slides, donc du coup on a mis tout en anglais. Voilà, j'espère que vous nous en voudrez pas, mais on parlera quand même en français. C'est pas même pas moi qui ai fait les slides. Non, c'est moi en plus. Et donc on va commencer par vous présenter un peu toutes nos différentes plateformes, pourquoi on les a faites, etc. Ensuite, on va essayer de voir pourquoi et comment on a mergé tout ça, et enfin on essaiera de parler d'innovation parce que c'est un sujet super important. C'est parti? Oui, allez. Là, Donc, continue. Donc là, c'est nos plateformes qu'on a créées. Donc, comme vous voyez, ça a commencé en 2016. On a plusieurs, mais un truc important, c'est pas comme cette fameuse comique XKCD. J'ai 8 standards, je vais créer un standard qui répond à tout. Le résultat, j'ai 9 standards. Non, chacun de ces plateformes, ils avaient une raison différente pour exister. Ils répondaient à différentes questions. Donc, le premier, s'appelait Fleet. Et Fleet, c'était une plateforme pour faire tourner des game servers et tout ce qui est service autour de nos jeux. Parce que, comme vous savez, notre business, c'est des jeux, c'est pas Kubernetes. C'est de sortir les jeux. Donc, on a fait ça pour tourner des game engine et tout ça. Donc, Fleet, il avait son truc, c'était vraiment dev orienté. Donc, il avait un lien avec notre écosystème, notre DNS, notre TLS. Il était lié à notre système d'authentication, notre système de matchmaking, très important pour les joueurs. D'avoir un bon matchmaking, c'est essentiel. On a fait ça avec plein de custom operators, plein de custom services pour lier avec GitLab, etc. Et je sais que, comme j'ai dit, c'était très orienté dev. Je sais que toi, parce que toi, tu es un vrai dev, pas comme moi maintenant, tu as des petites histoires par rapport à cette
essaie de simplifier les vies des devs le maximum possible. Ouais, bah, c'était juste une anecdote en fait en passant. Ouais. Toujours un peu de mal à l'introduire cette histoire. Il va falloir qu'on répète un peu avant le vrai talk. Oui, Ouais, je on crois, fera oui. ça. Heureusement, c'est juste la répétition aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Donc l'histoire, c'est qu'en fait, ils ont vraiment voulu simplifier. Effectivement, les développeurs qui connaissent pas Cube, surtout c'est le début. Du coup, ils se sont dit, on va faire un petit outil qu'ils vont mettre dans leur pipeline GitLab et ça va déployer automatiquement les ressources YAML, etc. dans Cube. C'était super bien. L'outil, il était génial. Ils avaient même inclus à l'intérieur un petit service account d'un public cloud pour aller chercher des ressources. Je sais plus ce que c'était. Sauf que quelques mois plus tard ou années plus tard, effectivement, quelqu'un s'est dit, tiens, c'est quoi ce service account qui sert à rien, peut-être, visiblement. Si on le désactivait, blast radius énorme, plus personne pouvait déployer, plus rien, etc. Donc c'est vachement bien de penser aux développeurs de faire des abstractions. Faut juste faire gaffe, des fois, ça peut avoir un beau blast radius. Ouais. Des petites anecdotes en passant. Exactement. Et voilà, il y a plusieurs petits problèmes, mais le plus grand problème, c'était un problème de scalabilité. Parce que dans Fleet, on traitait tous, les développeurs, c'était des pets, mais aussi les clusters eux-mêmes, ils étaient des pets aussi. Donc, ça avait du mal un peu à scaler à plus d'une dizaine de clusters, simplement parce que c'était très cher au niveau personnel, de gens. Juste pour donner un peu de contexte, quand même, on avait des clusters avec des centaines de nœuds, quand même. Donc, il n'y a pas forcément une scalability dans un cluster, c'était vraiment scalability de plateforme lui-même. Et pour mettre en contexte, si vous jouez Rainbow Six, c'est sur Fleet. Voilà. Alors, en parallèle avec Fleet, dans les équipes IT, il y avait une autre plateforme qui était née. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, autre département, il y a plein de départements, très grosse boîte. À peu près 2 ans plus tard, en 2018, les gens s'intéressaient à faire du conteneur. Donc, c'était quoi les solutions? On va déployer du Docker sur des VM. Surtout, tout ce qui est IT, etc. On a des data centers en interne, on a du OpenStack déployé, donc c'est facile de popper des VM. Des mondes Docker, tout ça, ça marche. Et puis, Cube, quand même, ça commence à se déployer de plus en plus. Donc, on s'est dit, et si on fournissait une offre self-service super facile à utiliser pour créer des clusters Cube vraiment? Donc, use case complètement différent et surtout vraiment scalé orienté on-prem sur nos data centers internes, basé sur Rancher comme techno. Donc ça a vraiment bien marché, c'était super facile, les gens ils arrivaient, cliquaient, ils avaient une appli à déployer, ils créaient leur cluster, ils déployaient leur appli, c'était génial. Un peu trop même peut-être. Gros succès, du coup on s'est retrouvé avec des centaines de clusters ce coup-ci. Forcément, du coup les gens n'avaient pas forcément la maturité pour opérer tout ça. Tout le monde n'est pas cube admin comme ça en claquant des doigts. Donc c'est un peu compliqué à supporter pour l'équipe qui supportait cette plateforme. Le coût aussi, parce que du coup, nos clusters, à chaque fois, on avait des nodes control plane, des nodes de TCD, la database dans Cube. Des fois, tout ça pour avoir 1 ou 2 worker nodes. Donc, forcément, c'était pas super efficace. Et puis, surtout, on a commencé à arriver aux limites de Rancher à un moment donné. On avait commencé il y a bien longtemps, et puis à un moment donné, c'était quelle version? Je crois 2.6 ou je Peut-être sais pas même s'il y a des gens qui font 24, du quelque Rancher. chose comme ça, ouais. Ouais, en version de Cube, oui, c'est quoi, tu m'as dit? Oui, je crois qu'on est bloqué en Cube 24. Ouais, 1.24 quelque encore. chose comme ça. On est presque sorti, mais pas tout à fait, parce que on a par exemple pas réussi à upgrade Rancher, y compris avec les gars de Rancher. Je crois qu'on a fait 4 tentatives. Plusieurs, oui. Ouais, Je c'est sais ça. plusieurs. Donc voilà, il n'y a pas que de la faute de Rancher, c'est aussi Non. qu'on a une infra complexe. Mais voilà, après, on a aussi petite anecdote de prod ou pas? Oui, vas-y. Oui, allez, vas-y, j'adore les anecdotes de prod, c'est Ouais. génial. Il a plein d'anecdotes. Exactement. Pourquoi on n'aime pas Rancher? C'est parce qu'il nous arrive des trucs pas rigolos des fois. Genre, il y a quelques mois, par exemple, petite opération de maintenance sur des clusters. Ça passe bien sur quasiment tous les clusters, sauf un, où Rancher a décidé de le supprimer. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'était pas un cluster de jeu, parce qu'il n'y a pas de workload de jeu sur ces trucs-là. C'est juste un cluster GitLab Avec nos runner, runners GitLab. avec les runners GitLab. Heureusement, il n'y en avait pas qu'un seul, donc c'était setless. Il y avait plusieurs clusters, mais bon, ça a impacté tout le monde, donc du coup, beaucoup de devs ne pouvaient plus lancer leur pipeline, etc. Donc, petit impact sympa quand même. Oui, exactement. Et donc, effectivement, pas mal de problèmes du coup de scalabilité sur cette plateforme, parce que du coup, ça fournit des clusters cubes, mais tout le monde n'a pas forcément besoin d'un cluster cube, n'est-ce pas? Non, Ah oui. exactement. Donc, dans une autre équipe encore, il y avait un projet qui était lancé qui s'appelait à l'époque Runway. Et
eux, ils ont pris UKS et ils ont fait un peu un namespace as a service. Donc, tu pouvais avoir ton petit namespace à toi, tu peux avoir même plusieurs namespaces. Et encore une fois, ils ont lié tout ça avec notre infrastructure et notre écosystème. Donc, tu avais ton DNS fait automatiquement, tes certificats TLS automatiquement. Et c'était très facile. Il y avait un lien avec GitLab aussi. C'est bon, tout le monde est content. Il y a des petits soucis. Parce que c'est en fait, il y avait 3 clusters pour couvrir tout le monde. Mais parce que c'était un cluster partagé, tu peux pas avoir n'importe quelle ressource qui est cluster-wide. Tu peux pas avoir, donc, pas d'opérateur, pas de custom resources. Donc, ça, c'est un peu un problème. Pas pour tout le monde. Et aussi, il y a toujours le risque des noisy neighbors. Grâce au cube, CPU et RAM, moins, mais surtout au niveau réseau, on a eu les cas, malheureusement, je ne me souviens plus qui c'était, mais ils ont saturé notre ingress controller complètement, qui est Envoy, pour ceux qui sont intéressés. Et donc, pas d'ingress controller, ça avait un effet de bord sur tout le monde. Et voilà. C'est pas idéal. Donc, c'était pas parfait. Et aussi, c'était que disponible en interne. Donc, ça, c'était bon pour les petits projets. Mais c'est qu'en interne, comme j'avais dit. C'était pas vraiment adapté pour des jeux eux-mêmes, qui est très important pour un boîte de jeux. Donc, qu'est-ce qu'on avait fait? Et voilà, on arrive quand même à la 4e plateforme. On en revient un petit peu au niveau des jeux. Alors, bon, je ne voudrais pas relever les erreurs de mon collègue quand même, mais tout à l'heure, il vous a dit la première plateforme, c'est fait pour faire les game servers. C'est pas tout à fait vrai. Ouais. En fait, c'était pour faire les game services. Pas pareil. Oui. C'est les services autour du jeu. Là, pour l'instant, on n'a toujours pas abordé le sujet des game servers. Les game servers, c'est quoi? C'est quand vous jouez à un jeu qui est multijoueur, type R6. Forcément, il faut un serveur central qui va synchroniser les déplacements, les coordonnées, tout ça. Historiquement, c'était des serveurs Windows, c'est pas beau, c'est comme ça. Ça a migré sur des VM, du Linux, du Windows, tout ça. Et on a aussi également cette volonté de vouloir les héberger sur Cube depuis bien longtemps. Donc Ubisoft a initié un projet open source en partenariat avec Google qui s'appelle Agones. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Ah, super. Qui est en gros un custom Cube operator pour déployer des game servers. Un game server, c'est quoi au final? C'est un pod, mais qui a une durée de vie différente d'un pod normal, parce que si vous le tuez, vous tuez la session de jeu de tous les gens qui sont connectés sur ce pod. Parce que du coup, c'est des sessions persistantes, souvent des connexions persistantes en UDP directement. Donc du coup, cycle de vie différent, opérateur, tout ça. C'est principalement développé par Google. Et donc du coup, il a fallu faire une plateforme, et finalement on adore les plateformes, pour héberger ce genre de workload qui tourne sur différents cloud providers. Pourquoi différents cloud providers? Parce que les jeux, quand ils sortent, ils ont besoin d'être disponibles dans le monde entier. Donc du coup, la partie serveur, on ne va pas la déployer dans une seule région, on va la déployer dans plein de régions et potentiellement dans des providers différents pour éviter un impact sur un provider. Du coup, ça veut dire que les équipes doivent gérer les API des différents cloud providers, savoir comment marche AKS, EKS, ZKS, whatever, KS. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on s'est dit? Super, on va leur abstraire tout ça, on va faire un truc génial, on est des développeurs, on adore. On a fait un truc qui s'appelle Palatine, qui est une couche d'abstraction par-dessus les cloud providers, que ce soit public ou interne. Comme ça, on en profite pour mettre le nôtre en dessous, UKS, Ubisoft Kubernetes Service. Oui, c'est ça. Et donc, on commence à avoir un petit peu de gouvernance. Donc, du coup, on peut commencer à dire les clusters ils doivent être configurés comme ça, etc. Ça facilite aussi la maintenance, parce que d'un point de vue implémentation, sous la couche d'API, on a notre propre Kubernetes opérateur qui permet de gérer ces clusters, du coup, qui peuvent être déployés sur différents providers. Et donc, du coup, on peut changer des confs en interne, réappliquer, et donc, du coup, réappliquer ces confs sur les différents providers. Ça, c'est cool. Ça marche plutôt bien. Donc, en termes de scale, pareil, centaines de clusters, en fait. Facile. On reprend un peu l'existant, notamment dans UKS, etc. Les challenges, évidemment, dès que vous avez différents providers,
avec une API unique, bah, vous êtes limité par un peu le plus petit dénominateur commun. Donc du coup, on ne peut pas aller dans très spécifique, on ne peut pas aller taper dans les super fonctionnalités d'un provider. Et donc du coup, ouais, donc tout ça, c'est vraiment le use case des game servers pour, enfin, principalement, après pas que, mais principalement, hoster des game servers. Et donc du coup, on commence à être assez fiers de nos différentes plateformes. Et puis on se dit, on est arrivé à, je sais pas, ça fait combien de temps dans le talk là On est en quoi, 2020, quelque chose Non, comme non, ça? là, ça fait 20 minutes le talk qu'on a commencé Oui, je ne sais peut-être. pas, j'ai pas On regardé. dit ça fait 20 minutes et on n'a toujours pas parlé d'IA. Donc là, on se dit, on a vraiment un problème. Va falloir lancer le sujet. Donc allez, on y va, c'est parti. On a plein de nouveaux trucs qu'on veut faire. On veut mettre du LLM, du GPU, de l'IA forcément. On se dit qu'on peut mettre ça avec du Knative. On va faire du serverless, tout ça. Ah merde, j'ai un bug de... Attends. Il a planté mon truc? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Là, on est à 4 plateformes pour l'instant, gérées par 4 équipes différentes. Chacun est complètement différent. Ils sont tous différents. Et oui, ils sont tous différents. Ça commence à être un peu compliqué au niveau business aussi. Donc, on a besoin, je crois, de trouver une façon de réunifier tout ça. Donc, on va prendre une petite marche en arrière. Pendant le temps que tout ça a déroulé, on avait lancé un projet en interne qui s'appelait Rome. All roads lead to Rome. C'est, on peut dire, notre internal developer platform. En gros, c'est un API qui on peut mettre derrière tout ce qui est nos services managés. Ouais. Oh, je regarde ça aussi parce que je peux pas voir ça. Je suis vieux, moi. Donc, on a des bases de données, on a un vault managé pour tous nos secrets, on a authentication encore, on a la gestion de notre compte sur le cloud public pour faire comme ça. On a tous nos facturations et tout ça, c'est tout nickel. Tous les managers savent combien ils dépensent, les ingénieurs ils peuvent créer une subscription à la volée, tout ça. En gros, ça nous donne une plateforme sur laquelle on peut mettre tous nos services managés, inclus des containers. Mais maintenant, on a un petit problème. Lequel? Comme j'ai dit, on a 4. C'est pas évident. Donc, on a décidé de converger tous sur Fleet. Ah ouais, Parce que c'est tous une question de user experience. Ouais, tu vas direct à la conclusion, là, t'as zappé mon... Vas-y. Pas sympa, hein. Couper l'herbe sur le pied. Bref, ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, on s'est retrouvé avec cette grosse plateforme ROM en disant, bah, du coup, on va tout mettre dedans. Et donc, du coup, on s'est dit, top management s'est dit, ok, mais alors pourquoi on a des gens qui sont là-bas, des gens qui sont là-bas, qui font la même chose? Vous me regroupez tout le monde au même endroit, les équipes, les projets, tout ça. Et donc, bah, du coup, effectivement, on s'est commencé à regarder, à se dire, on a plein de trucs dupliqués. Donc, c'est le côté before. Où du coup on a différentes plateformes, chacun réimplémente son ingress controller, ses stacks de monitoring, de machin, tout ça, je vous en saute plein. Soit un interne dans les clusters, soit côté IT, on avait commencé à extraire un peu avant des services de monitoring externes, etc., pour pas réimplémenter la roue à chaque fois. Donc du coup, on a quand même plein de solutions différentes. Donc on s'est dit, il va falloir merger un peu à la fois la partie humaine, les équipes, et la partie technique, parce que ça évite de refaire trop de choses en même temps et d'avoir plein de stacks différentes à gérer. Comment on a fait ça? Eh ben, en fait, on a regardé un peu les différents produits et les différentes plateformes et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des grosses différences entre, qui étaient chacune, comme on disait au début, chacune avait été créée pour un use case différent, spécifique, et qui n'avait pas la même approche. Et donc, il y en avait une, notamment la première, qui était très orientée développeur, très orientée UX, user experience. Et donc, c'est celle-là qu'on a voulu garder, mettre en avant. Et celle-là, il manquait de l'automation, en fait, de l'automatisation, il n'y avait pas de self-service, etc. Alors que les autres, oui. Donc, on s'est dit, en fait, on va couper un peu en deux, une partie user experience qu'on va mettre frontale des utilisateurs, et puis le reste qui va être un petit peu la partie cluster infrastructure qui va permettre de créer des clusters à la volée, de les gérer, de faire de la réconciliation automatique, tout plein de trucs rigolos que les devs adorent, mais que les utilisateurs finalement, ils s'en foutent.
Et donc, si on regarde un peu plus dans le détail, voilà, Fleet, finalement, c'est plus une plateforme, ça devient une user experience. Donc, à l'intérieur, on garde tout ce qui touche à l'utilisateur. Ça veut dire tous les custom Kubernetes opérateurs qui ont pu être développés par les équipes pour s'intégrer avec les différents écosystèmes Ubisoft. Comme ça, c'est super magique, tout ça. Et puis aussi, le petit bonhomme qui est l'équipe de support de Fleet, c'est eux qui gèrent les upgrades, tout ça. Donc, ils ont un truc qui est super bien rodé. Quand tu crées un cluster, ils te demandent quelle est ta plage de maintenance que tu préfères. Et ils se servent de cette plage de maintenance-là pour faire tout ce qui est upgrade de cubes, des opérateurs à l'intérieur, etc. Donc, tout est géré pour toi. Si jamais tu es en période de blackout parce que ton jeu, il doit release bientôt et tu es en mode freeze, tu dis juste non, pas maintenant, et puis les gars, ils le feront plus tard. Contrairement à des cloud providers où c'est pas évident. Donc plein de choses comme ça qui sont vraiment adaptées aux besoins des utilisateurs et avec un peu de Terraform pour automatiser tout ça à partir de nos API qui sont en dessous de Rome avec tous les providers qu'on a. Et puis tous les services un peu externes, on a réussi, un peu annexes, genre tout ce qui est monitoring, ça, on a réussi à les extraire comme de toute façon on en avait besoin pour d'autres use cases, ils ont été extraits à part entière dans Rome, dans notre plateforme globale. Et donc, est-ce que j'ai tout dit là-dessus? Oui, c'est bon. Alors si, petit détail important quand même, c'est que du coup, on a accès à cette nouvelle plateforme User Experience nous permet de créer des clusters, que ce soit en interne sur notre cloud provider, sur notre cloud interne ou sur les public cloud providers. Mais qu'est-ce qui se passe, Chris, si quelqu'un décide d'aller sur AKS et de se créer son petit cluster? Oui. Du coup, on a perdu un peu la gouvernance. Oui, exactement. Quand on fait tout ça, ça nous permet de mettre en place une couche de gouvernance aussi. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme la sécurité. La sécurité, c'est très important. Donc, on essaye de trouver ce bon niveau, un bon compromis. Donc, on a pris la décision, parce qu'on a nos propres plateformes Kubernetes, on a pris la décision de bloquer accès à les services des providers, AKS, EKS, JKE, etc. En fait, c'est là que moi et le reste de mon équipe rentrent dans le jeu aussi, en tant que DevRel, parce que nous, on fait cette pont entre les développeurs qui pensent qu'eux, ils sont un special snowflake et ils ont besoin de ça et ça et ça et ça, et pas le reste, et orienter vers la bonne solution. Parce que, c'est vrai, on a bloqué, mais c'est pas pour dire que c'est absolument fermé, jamais utilisé. Il y a des use cases où peut-être c'est intéressant d'ouvrir l'accès à ça. Désolé, mais j'ai perdu le fil un peu. Donc, voilà. Donc, on écoute l'utilisateur dans tous les cas, parce que c'est essentiel. Sinon, tout le monde va juste dire, OK, tout le monde peut toujours trouver un moyen de faire de Shadow IT. On a tous fait. Donc on écoute, et s'il y a quelque chose qui manque, moi et mes collègues, on peut passer à nos... Attends, on a les développeurs dans les deux sens. On peut passer à les développeurs sur mon côté, comme lui. Et c'est là on rentre dans le jeu de l'innovation aussi. Ouais, on va faire de l'innovation, c'est cool. Oui, ton sujet préféré. On disait, une des raisons pour lesquelles on a eu autant de plateformes, donc bien évidemment, c'était des départements différents, etc. C'était aussi des use cases différents, et c'est aussi pour pouvoir innover. Parce qu'à chaque fois, c'est quoi la manière la plus facile d'innover? C'est de recréer un truc à côté. Donc, on reprend notre idée on était en 2022-23. Quelque chose comme ça. C'est ça, et on se dit, ouais, super, on a plein d'idées, on veut faire du serverless avec du Knative, on veut déployer des trucs en interne, sur notre cloud interne, mais sans passer par OpenStack, parce que je vais y revenir en détail après, plein de raisons. Non, mais j'ai pas le chemin. Et donc, on a envie de faire tout ça. C'est quoi la façon la plus facile? La façon la plus facile, c'est de créer une nouvelle équipe qui va aller innover dans son coin et qui va tout recréer dans son coin. Donc, on avait deux use cases différents. La première, c'est ce qu'on va appeler serverless, le nom de code en interne. Comment faire un truc pour les... Alors, on avait deux use cases à la fois en même temps là-dessus.
c'était les gens qui savent pas forcément faire du cube et qui n'ont pas forcément envie. Donc une API REST simple où tu lui dis j'ai un conteneur, je veux le déployer avec 4 réplicas et qui puisse faire du scale à 0 quand personne n'utilise. Très native pour ceux qui suivent, facile. Et avec un gros focus sur toute la partie LLM inférence, évidemment, il faut qu'on parle un peu d'IA. Parce qu'on est une boîte de jeux vidéo et le jeu vidéo, ça se prête super bien à l'IA. Et donc, ça fait un bon moment qu'on a des trucs qui tournent dessus, à la fois pour les générations de dialogues et aussi pour les images. On avait une plateforme interne qui était très qui était précurseur de cette une solution interne, ouais, comment dire, un site web, Oui. un truc voilà, qui permet de générer des images à partir de prompts, tout simplement, et qui était précurseur de cette plateforme parce que c'est eux qui voulaient faire des trucs en mode inférence de LLM et qui avaient besoin de nous pour ça. Donc du coup, c'était parti sur du knative, tout ça, et donc on s'est dit, bah, on va tout refaire, évidemment, from scratch, c'est plus facile. Toute la partie infra, redéploiement d'opérateurs Kubernetes, d'API REST par-dessus, etc. Cool. Deuxième use case à côté, Kube Anywhere. Comment est-ce qu'on pourrait faire du Kubernetes facilement n'importe où? Ubisoft a racheté une boîte il y a quelques années qui s'appelle i3d.net, qui est fournisseur de data center. Du coup, c'est cool parce que du coup, on va pouvoir mettre un peu des workloads un peu partout. Sauf que notre méthode actuelle de déployer des workloads, c'est sur OpenStack. Déployer du OpenStack dans un nouveau site, c'est lourd, c'est contraignant, machin, tout ça. Et donc, du coup, bah, pourquoi on ne ferait pas du cube direct sur bare metal? Cool. Et comment on ferait ça? Alors ouais, use case aussi, partie importante, faut pas que j'oublie use case. Toujours les game servers. Pour l'instant, nos game servers, ils sont pas mal sur les cloud providers. Et on s'est dit, bah, ce serait super sympa de pouvoir les mettre dans ces data centers qu'on a en interne parce que bah, c'est super facile à héberger comme type de workload. Il n'y a pas besoin de fonctionnalités super compliquées, de load balancer, de storage, machin, tout ça. C'est facile, c'est des connexions en UDP direct et bah, c'est juste persistant sur un pod, sur une instance. Mais après, il n'y a rien d'autre, quoi. Une fois que la session est finie, on garde rien. Donc super bon use case pour ça. Et donc on s'est dit, bah cool, on va se faire plaisir aussi côté techno. Donc Talos Linux pour la partie bah, distrib Linux. Donc pour ceux qui connaissent pas, je sais pas s'il y en a qui connaissent Talos ou pas. Alors pas mal, bah, il y en a quand même quelques-uns, cool. On avait un autre talk qu'on avait prévu de faire, enfin d'autres collègues, sur comment on utilise Talos à Ubisoft, mais qui n'a pas été retenu. Mais on va essayer d'en parler rapidement, mais sinon n'hésitez pas à venir nous voir. En gros, c'est quoi? C'est une distrib Linux qui est spécialement faite pour faire du cube. Vous ferez rien d'autre avec, et alors c'est tellement orienté que du coup ça reprend vraiment les concepts de cube, donc vous faites tout avec des API et avec des custom ressources, comme dans du cube. Pas de SSH ni rien. C'est vachement bien. Faut juste faire gaffe à 2-3 petits trucs quand vous le faites en prod, notamment pas perdre des certificats, les clés d'accès, tout ça. Parce que... Non, je ne leur dis pas quand même. Bon, on a eu un problème il n'y a pas longtemps en prod, ce serait pas rigolo. Bien sûr. Évidemment. Si c'est pas un prod, c'est pas un problème. C'est ça, exactement. Quand on a commencé ces deux projets, ils ont commencé en même temps. Les gars de Serverless ont dit oh, il nous faut des clusters, machin. Les autres ont dit pas de problème, on va vous popper des clusters Talos, vous inquiétez pas, pam pam, on vous fait ça. Cool, c'est du temporaire qui dure pas. Ça marche, le temporaire qui dure pas? Non, ça marche pas. Et du coup, effectivement, la plupart de ces clusters-là ont été supprimés. Donc, du coup, bah, l'équipe qui faisait Kube Anywhere, à un moment donné, ils se sont dit bon, bah, on va dégager tout ce qui reste. Hein, on n'a plus besoin d'espace de stockage avec le state, Pulumi, tout ça. Et il y a quelques semaines, ou mois maintenant, bah, on s'est rendu compte qu'en fait, il y a un des clusters de prod de serverless, là, pour faire l'inférence GPU, auquel on avait perdu les accès. Parce que les certificats avaient été rotationnés. Voilà, ils ont expiré, renouvellement, tout ça. Plus d'accès à kubeconfig, plus d'accès à Talos config, parce que plus personne n'avait les clés d'accès, tout ça. Donc on s'est dit, bon, bah c'est pas grave, hein, en même temps c'est du serverless, on va juste migrer les clients ailleurs, quoi, le workload il continue et tout. Heureusement, on avait un Ops qui n'a pas lâché l'affaire et il a dit attends, il y a un Argo déployé dedans, je suis sûr que je vais trouver une faille. Et il a trouvé une feinte pour arriver à re-rentrer dans le cluster à travers Argo. Moralité, faites du Argo, c'est bien. Je dis ça parce que mon collègue à gauche, il fait du Flux, c'est un grand débat à chaque fois. Tu vois, tu fais du Argo, tu peux re-rentrer dans le cluster maintenant. Donc voilà, c'est quand même pas évident, c'est un chiffre de mentalité et bah, surtout, voilà. On va faire un autre poll vite fait. Qui a aussi eu des problèmes à cause d'un certificat qui est expiré? Ouais. C'est bon, merci.
Donc ouais, on avait fait plein de techno sympas, on s'était fait un peu plaisir. On n'a pas fait de Kubernetes opérateur, on a fait du temporal, solution open source pour faire des workflows, qui est vraiment super sympa. Je vous invite à regarder, n'hésitez pas. Je pense qu'on n'aura pas le temps d'en parler plus, mais vraiment super sympa. On n'a pas fait tout le reste de notre écosystème ROM, c'est de l'Open API. On s'est dit non, on va pas faire comme tout le monde. On va faire du connecteur PC. C'est une espèce de version de couche par-dessus gRPC. Et donc, du coup, c'était super cool. On avait des super technos, des équipes motivées à fond et tout. Puis à un moment donné, c'est bon. Bah, comment on intègre tout ça? Comment on converge Comment on tout intègre? ça? Comment on converge? Et ouais. Et du coup, bah, c'était un peu compliqué. Donc, on s'est dit, bon, c'est peut-être pas la meilleure façon d'innover. Et donc, comment est-ce qu'on peut arriver à innover bah, sans tout réinventer à chaque fois? Donc, après, je vous fais un raccourci dans le temps, hein, mais on a retrouvé une autre solution où finalement on a réintégré ces technos différemment. La techno, notamment Kubeniwa, qui était de nom de code, finalement, c'était quoi? Bah, c'était juste une manière de créer des clusters et de les manager. Et on n'avait peut-être pas besoin en fait de recréer à la fois une API par-dessus, de recréer, d'avoir à gérer toute l'installation de composants pour faire le monitoring, tout ça qu'on avait fait évidemment, on adore, on fait tout. Et donc en fait, bah, on l'a réduit en scope et recalé derrière, bah, dans notre écosystème existant, derrière notre API et notre opérateur interne qui crée des clusters. Et donc du coup, bah, c'est ce qu'on voit dans la petite encadrée sur le côté. Voilà, c'est juste rajouter une brique là. Et tout le reste, bah, tout le reste n'a pas changé. Du coup, c'est super cool parce que notre petit utilisateur qui vient et qui tape sur l'API à travers sa web UI ou les gars qui viennent avec leur Terraform provider là, bah, du coup, ils n'ont pas grand-chose à changer pour pouvoir créer un cluster cube dans Dans un data un center nouveau Ubisoft. provider, exactement. Et donc, la bonne solution pour innover quand on peut, c'est d'essayer de ne pas tout réinventer, Oui. même si c'est très rigolo de tout réinventer. Au moins, c'est plus facile à intégrer comme ça. Donc ça, c'est la partie infra. Chris, je vais te laisser parler un peu Oui. de la partie C'est UX. celui-là. Oui, parce que le Roam, ça répond assez bien à la partie infrastructure. Mais il y a aussi les services sur le niveau applicatif. Et Kubernetes nous donne un API aussi. Tout le monde connaît cette API maintenant. Donc, pour converger les deux services, on avait déjà parlé de Runway, qui était nos namespace as a service. Vincent a parlé de Serverless, qui est le serverless. Là, on peut aussi converger dans Fleet via des custom operators. Donc, on a créé des opérateurs pour gérer des namespaces as a service. Maintenant, on a la fonctionnalité de ancienne Runway. Maintenant, on a ça dans Fleet. On appelle ça Fleet Workspaces. On peut aussi créer des opérateurs qui déploient native pour serverless. Donc, maintenant, c'est tous les deux plateformes qu'on avait créées sur le côté. Maintenant, ils sont juste les options pour quelqu'un qui crée un cluster fleet. Il demande un cluster fleet, il dit, oui, je veux avoir de multi-tenancy, on peut ajouter workspaces. Et il demande simplement, je veux de serverless, et on ajoute cette fonctionnalité. Donc, on arrive maintenant à notre conclusion. Cool. Donc, on a essayé de vous résumer. Attends, c'est bien. Ouais, c'est bien. Moi. Je me trompe Oui, pas. c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, donc on a essayé de vous résumer un petit peu 8 ans d'expérience cube en 50 minutes. Donc, on va essayer de faire le point sur les 5 points, les 5 choses les plus importantes Je crois que c'est 5. Ouais, c'est ça, hein, Ouais. qu'il faut retenir. Le premier, c'est souvent on se dit ah super, on va faire une plateforme self-service, ça va résoudre tous les problèmes. Les gens ils vont venir, ils vont pouvoir cliquer, ils vont être autonomes. Nous, on va pouvoir continuer à faire des features et tout. Et bah pas forcément, parce qu'effectivement il y a des gens avec qui ça va bien matcher, des gens qui ont peut-être plus d'expérience, plus de maturité. Ceux qui vont avoir besoin de recréer un cluster cube au milieu de la nuit parce qu'il y a un outage dans une région, ils ont besoin de self-service. Sinon ils vont vous réveiller, ça va pas être cool. Mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Il y a des équipes où bah, en fait, ils vont créer un cluster cube une fois tous les 10 ans. Et de toute façon, que ça mette 3 minutes ou une semaine au moment de la création, ils sont dans le développement, c'est pas très grave. Par contre, eux, ce qu'ils vont vouloir, c'est que bah, du coup, il y ait le management de ce cluster-là, qui soit la partie opération, qui soit gérée pour eux. Ils n'ont pas forcément envie d'avoir à gérer les upgrades, les machins, les trucs, les problèmes de sécurité, tout ça. Donc, du coup, voilà.
en fonction du use case, il y a peut-être des solutions différentes à apporter. Et c'est le premier point important, je pense, à retenir de notre expérience. Ouais. Et le deuxième point, c'est que surtout quand on est dans une organisation aussi grande que Ubisoft, comme j'ai dit, 17 000 gens, mais même dans une organisation beaucoup plus petite, il va y avoir la duplication. Il faut pas avoir peur. Et parfois, il faut laisser certains projets maturer un peu, voir qu'est-ce que c'est qui marche, qu'est-ce que c'est qui marche pas. Et ensuite, une fois que tu as quelque chose d'intéressant, là, tu peux commencer à converger. Et c'est la convergence qui est le vrai challenge. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'IA quand même. Je dis ça, je dis rien. Oui, mais... exactement. Ouais. Merci. On rappelle, sinon il oublie des morceaux du speech. C'est possible. Non, non. Oui, c'est vrai, j'avais oublié un peu. On voit dans Ubisoft, et je suis sûr que vous voyez la même chose aussi, on voit un peu la même histoire maintenant avec de Generative AI. On a plein de projets qui pop dans tous les sens. Les gens qui veulent faire des choses avec AI, avec des LLM, faire de lire les messages dans Teams et faire le too long didn't read. On a déjà etc. 4 solutions différentes pour faire du code review en interne. Oui. Ça, c'est le sujet du prochain talk. Juste du code review. Ouais. Moi, et je connais au moins 2 pour faire des reports sur les chats en Teams. Pourquoi on utilise Teams, c'est une autre histoire complètement. Voilà, on voit un peu le même problème. Et pour l'instant, on va juste laisser le dérouler. Voir comment ça tombe. Certains vont marcher, certains vont tomber en arrière, mais on va voir. Moi, le mien, ça marche. Et donc, ouais, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour merger tout ça? C'est pas forcément évident. Si ça vient d'en bas, déjà, est-ce que la volonté toujours de venir d'en bas, elle n'est pas toujours là? Parce que quand on a fait sa petite plateforme, on n'a pas forcément envie d'essayer d'aller la merger avec d'autres. On se dit, nous, on a fait des trucs bien et je vois pas pourquoi on irait supprimer la nôtre et utiliser une autre. Donc, du coup, c'est un truc qui doit venir d'en haut. Je pense que sans le buy-in au moins du top management ou au moins une décision qui vient d'en haut, nous clairement, il se serait rien passé s'il n'y avait pas eu cette décision qui venait d'en haut de dire maintenant vous mergez à la fois les gens, les plateformes, les équipes, tout ça, et on aurait continué à avoir des plateformes différentes. Ce qu'aurait été, quelque part, ça n'aurait pas été si gênant que ça, tant qu'on a de l'argent et des ressources et tout. Bon, en ce moment, c'est un peu plus compliqué. Acheter des jeux Ubisoft, ça nous ferait du bien. Oui. Il y en a des biens qui sortent. Hein. Et où est-ce que j'en venais du coup Oui, du coup, ça nous a quand même permis de simplifier un peu et d'avoir des stacks plus cohérentes, moins de partir dans tous les sens avec une équipe qui va utiliser du Kong, une autre qui va utiliser du Istio. Non, du Envoy, pardon. Oh, je mélange tout. Comme Bien sûr, mon comme Ingress. qui utilisait Istio aussi. Ouais, on utilise aussi, c'est pour ça. Donc voilà, c'est pas que un problème technique et c'est surtout, enfin, c'est pas un problème technique, c'est vraiment un problème organisationnel. C'est ça qu'on voulait dire. Comment est-ce qu'on fait aussi un point que je voulais aborder pour éviter en quelque sorte que ça se reproduise parce que là maintenant on a un peu tout réunifié, mais rien n'empêcherait une autre entité quelque part dans Ubisoft de repartir et de se refaire sa propre plateforme dans son coin pour innover, parce que ça répond à leurs besoins simplement. Alors ce qu'on a mis en place, c'est une communauté interne, Cloud Native Community, sur Teams, parce que Chris adore Teams. Et, tout le monde adore Teams. Voilà. Et donc tous les mois, on a des meetings internes, en fait, on partage et en fait, on diffuse pas mal d'informations un peu partout. C'est fait que les gens sont assez au courant qu'il y a cette communauté et ils peuvent rejoindre et voir un peu ce qui se passe. Et ça nous permet justement de partager, de voir les besoins des fois des utilisateurs qui remontent, ils font des présentations sur comment ils utilisent certains produits. Ou aussi nous de leur partager comment on fait les choses. Voilà. Ça fait partie de mon job aussi, ouais, si on est honnête. Ouais. Et aussi le fait que l'écosystème Kubernetes, container en général, a quand même vachement mûri depuis 10 ans. À l'époque, c'est sûr que ça partait un peu dans tous les sens. Et ça s'est beaucoup calmé, c'est devenu beaucoup plus mature, ce qui est beaucoup moins le cas du Generative AI en ce moment. Ouais. On a un challenge, c'est d'arriver à le placer à peu près 50 fois dans le talk. Voilà. Ils nous ont dit, on vous accepte si vous ne parlez pas d'AI, enfin le titre, c'était pas AI dans le titre, mais vous le placez au moins 50 fois dans le
Transition. Comment est-ce qu'on merge du coup maintenant qu'on a décidé qu'il fallait qu'on merge? Oui, mais nous, comme j'ai dit, on a décidé d'aller sur Fleet et converger tout sur Fleet. Pourquoi? C'est parce que Fleet avait le meilleur user experience. Et user experience, c'est pas que le GUI, c'est pas que la ligne de commande, c'est tout ce qui va autour. En gros, chacun les différentes solutions, ils avaient les gens qui n'avaient pas confiance dans ces plateformes pour une raison X ou Y. Bon ou pas bon, mais il y avait des gens qui aimaient, qui râlaient un peu dans tous les sens. Sur Fleet, en manière générale, les gens aimaient bien, et ça c'était important. Il avait une bonne réputation. Donc, voilà. Et donc, tu voulais parler justement tout à l'heure de Argo et de Flux? Non, tu je veux ne veux pas parler. Toi, tu veux plus? D'accord, Non. ok. Non, mais parce que pour la petite histoire, on n'arrête pas depuis hier. Je sais pas pourquoi on n'arrête pas d'en parler depuis hier. Et monsieur est à fond Flux, et donc il y a de plus en plus de gens qui font du Argo dans la boîte, et puis pas que dans la Ah boîte en oui, général. c'est vrai. Bah oui, c'est ça, voilà. Qui Oui. fait du Argo ici? Ouais, qui fait du Qui Flux? fait du Flux? Voilà. Ok. Et donc, on en Moi, revenait. on a parlé hier soir, et moi, je pense que et quelqu'un avait dit, je ne me souviens plus qui c'était maintenant, mais qu'en fait, les gens choisissent Argo CD parce qu'il a des jolies images, il a une bonne interface, il a un bon user experience. Et il User faut dire- experience, voilà, on en revient à ça. Exactement. Et c'est ça que les gens retiennent. Et donc, pourquoi est-ce qu'ils aimaient notre plateforme Fleet chez nous? Bah voilà, Même user si experience. Flux est fondamentalement meilleur. Je crois que ton micro ne marche plus, on t'a pas entendu. Cool. Qu'est-ce qu'il nous reste? Eh ouais, l'innovation, super. Oubliez pas de garder de la place pour l'innovation parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, les gens ils vont aller innover dans leur coin et ça va refaire des nouvelles plateformes. Alors après, c'est toujours pareil, ça dépend du niveau de maturité. Si on en est au début, ça peut être une bonne solution. Si vous commencez à devenir plus mature, bah, à un moment donné, il faut arrêter de tout réinventer à chaque fois. Donc, une fois que vous avez défini des interfaces claires, comme on a fait, entre quelle partie s'occupe de quoi, ça devient beaucoup plus facile d'aller innover en rentrant dans des cases. Qu'avant, bah, quand c'est pas forcément clair, c'est beaucoup plus facile de tout refaire dans son coin. Je crois qu'on est arrivé au bout de nos 5 super points de Oui, conclusion je pense aussi. et du slide, et voilà, et de nos 8 ans d'histoire de qu'est-ce qu'on a fait. On a encore du temps pour des questions, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors je crois que le micro va marcher tout seul. La question, c'est pour toi, Chris, on a dit. Hein. Ça commence bien. Il faut que tu viennes parler au micro qu'elle a là, du coup. Alors, ce que vous savez pas non plus, c'est que Chris a été ingé son avant. Et c'est véridique, hein. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup, c'était top. Si j'ai bien compris, Palantine, c'est quelque chose que vous avez développé en interne et ça vous aide à faire du multi-cloud. Ouais. Est-ce que vous l'open sourcez ou vous le vendez d'une façon ou C'est d'une pas autre? prévu, non. C'est pas prévu. Non, c'est très custom. C'est très vraiment- custom, donc effectivement, c'est pas prévu. Mais en gros, c'est un opérateur Kubernetes qui a une notion de ressource qui s'appelle le cluster. Et donc derrière, c'est donc une API par-dessus. Et en dessous, c'est du... alors, c'est historique. Il y a d'abord une couche de pipeline Tecton. Et en dessous, il y a pour la coordination. Et en dessous, c'est du Pulumi. Ok. Ouais. On pourrait faire plus simple si on le refaisait maintenant. On avait fait des POC aussi avec Cluster API après, à un moment donné. Mais à cette époque-là, les niveaux de maturité de Cluster API, notamment sur Amazon, n'étaient pas foufou. Donc du coup, on n'avait pas poussé plus loin. Et puis après, on avait tellement investi dedans qu'à un moment donné, voilà, tout refaire, c'était un peu compliqué de justifier le choix. Parfois, c'est sympa de refaire tout, mais ça demande un quantité de ressources non négligeable parfois. Bah, c'est surtout qu'aussi, on avait d'autres trucs. À un moment donné, on est sorti de Google, on est allé sur Azure, ça a pris pas mal d'efforts. On essayait de sortir de Rancher. Donc voilà, beaucoup de migration aussi, quand on a pas mal de plateformes comme ça. Donc du coup, c'est vrai qu'il faut arriver à trouver le juste milieu entre l'effort qu'on fait pour les migrations, les volontés de créer des nouvelles, entre juste faire des refactoring en quelque sorte techniques, ou aller vers des nouveaux use cases, type tout ce qui est GenAI, etc., serverless et tout.
Donc, ils sont plus intéressants parce que ça a plus de valeur pour les utilisateurs. Ok. Et Merci. c'est tellement lié à notre infra. Et ils s'arrêtent pas. Hein, C'est pas intéressant c'est pas intéressant pour open source, honnêtement. Ok. Oui, parce que quand même, pour vous plugger aux différents providers, vous auriez aussi pu bénéficier de la communauté d'un Oui. open source pour vous Oui. fournir plus d'accès à plus de providers. Mais... Oui. Alors après, on n'a pas forcément envie d'aller sur tous les providers. Non. À un moment donné, il faut limiter. Déjà, on n'a pas voulu aller sur 3, donc on s'est restreint à 2, enfin 2 publics, qui sont Amazon et Azure. Et Il n'y a Azure. pas de secret là. Mais ouais, Ok, merci beaucoup. de rien.